Bonsoir. Double scrutin du 9 février dernier, les législatives seront reprises dans 11 circonscriptions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict le 25 février dernier. 8 partis politiques ont déposé 40 recours, parmi ceux-ci 11 du Social Democratic Front. L'équipe de Clément Atangana a jugé recevable les recours en annulation du SDF. C'est d'ailleurs le seul parti politique à avoir connu une suite favorable à ces requêtes. Ainsi donc, dans 20 jours au moins et 40 jours au plus, selon le code électoral, après le verdict d'annulation, 10 circonscriptions dans le nord-ouest et une dans le sud-ouest vont repartir aux urnes élire leurs représentants locaux. Est-ce une victoire pour le parti de la balance qui depuis quelques années a du mal à retrouver son équilibre? Cette reprise leur permettra de remonter la pente. La question, je vais la poser à notre invité de ce soir. Homme d'affaires, passionné d'aviation, il devient membre du SDF en 1991, et c'est le début de sa carrière politique jusqu'à ce jour. Homme politique donc, il est député à l'Assemblée nationale, il est également vice-président de sa formation politique. Il a été candidat à la présidentielle de 2018. Vous l'avez compris, Joshua aussi est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors je le disais il y a un instant, les élections seront reprises dans 11 circonscriptions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict, c'était avant-hier, le 25 février, c'était en fin d'après-midi. Selon vous, peut-on considérer cela comme une victoire ? Je pense que c'est une injustice qui a été réparée. Nous avions confiance, nous avons vraiment compté là-dessus, quand on a compris que ne pas aller aux élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, malgré le fait qu'il y a une guerre et puisque le gouvernement s'est obstiné à y aller, il ne fallait pas leur donner un chèque en blanc. Et pour pouvoir réclamer, pour pouvoir faire des requêtes, il faut participer. Et c'est pour cela qu'on a participé. On a demandé, je me suis personnellement engagé pour que personne ne soit blessé, pour que personne ne subisse des violences. Malheureusement, certains de nos représentants dans les bureaux de vote et nos candidats ont été kidnappés pendant cette élection. Beaucoup ont subi beaucoup de violences, mais on a essayé de limiter les cas au maximum. Le parti d'en face a arrangé quelques résultats dans un hôtel de la place et ayant présenté ces résultats au peuple camerounais. Nous étions conscients que c'était ce qu'ils allaient faire et donc nous avons préparé nos requêtes. Il faut dire que nous avons confiance en nos avocats du parti parce que depuis un certain moment, déjà lorsque les contentieux étaient au niveau de la Cour suprême et aujourd'hui au Conseil constitutionnel, nous savons au moins que nous arrivons à dépasser l'étape de la recevabilité dans la forme et parce que nous avions confiance de pouvoir déposer des requêtes en bonne forme, il fallait argumenter le fond. Nous avions assez d'arguments et nous étions confiants que sauf une deuxième injustice, ces élections allaient être annulées par le Conseil constitutionnel dans ces deux régions, en tout cas partout où nous avons formulé des requêtes. Il y a des endroits malheureusement où les candidats n'ont pas cru à la perspicacité de la direction que prenait la hiérarchie du parti et donc ont abandonné. Il y en a d'autres qui, pour des raisons de sécurité, ne veulent pas rester dans ce combat, donc ont décidé de se retirer malheureusement.
Mais tous ceux qui ont eu le courage de déposer une requête, nous nous sommes concentrés pour que les requêtes soient recevables, et nous nous sommes concentrés dans le fond aussi pour avoir tous les arguments possibles pour que ces requêtes passent. Et c'est ce qui s'est passé. J'aurais vraiment été surpris si, avec toute l'évidence, avec toutes les preuves qu'on a apportées, si on aurait entériné ces élections dans ces circonscriptions-là. Alors là, il s'agit des législatives. Est-ce que ça veut dire qu'au municipal, il n'y a pas eu de problème ou alors Non, vous savez, le contentieux au niveau des municipales n'a pas encore débuté. Le tribunal administratif a 40 jours. Vous savez, au fait, il y a un problème qui est survenu avec ces élections. C'est la première fois que le contentieux au niveau des municipales va directement dans les tribunaux administratifs. Et ensuite, vous pouvez faire, et d'ailleurs beaucoup ont été surpris quand on a fait appel pour ce qui nous est arrivé à Douala Premier au niveau de la chambre administrative. Et donc les règles du tribunal administratif ne sont pas en phase avec le processus électoral, et donc donnent 40 jours au tribunal pour siéger, alors que les maires ont déjà été élus. Donc malheureusement, il y a beaucoup de maires qui ont été élus par des conseils municipaux qui seront changés, forcément. Et donc, il est évident que la plus haute juridiction du pays est le Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas eu une élection dans une circonscription, un tribunal administratif ne peut pas venir nous dire qu'il y a eu une élection. Donc, la hiérarchie des normes voudrait qu'il n'y ait même pas de débat et qu'on entérine la jurisprudence du Conseil constitutionnel dès l'ouverture des débats au niveau du tribunal administratif. Voilà, c'est ce que nous pensons. Donc nous sommes assez confiants que dans toutes ces circonscriptions et dans beaucoup d'autres où on n'avait pas des candidats aux législatives, que les tribunaux administratifs de Buea et de Bamenda vont suivre le chemin du Conseil constitutionnel, parce que ne pas suivre ce chemin-là, ça sera d'un point de vue judiciaire pour eux un suicide. D'accord. Alors, la nouvelle est tombée le 25 février dernier, avant-hier. Qu'est-ce qui est fait ou est déjà fait? Est-ce que vous avez prévu remobiliser les troupes ou alors elles étaient déjà prêtes? Alors déjà, c'était un sentiment de soulagement, parce que je dois vous avouer que même en interne, beaucoup de ceux qu'on a pris avec nous sur, je vais appeler ça cette aventure, puisque nous ne pouvons pas avec certitude dire à l'avance ce que le Conseil constitutionnel dira, il n'y croyait plus et il y avait beaucoup de pression sur la hiérarchie du parti, beaucoup de pression sur la stratégie qui avait été mise en place pour y arriver, parce que tous ceux qui regardent la politique de façon toute droite, en fait ils regardent, comme j'aime le dire, en noir et blanc, ne comprennent pas que la politique, c'est beaucoup plus que juste aller à l'élection et solliciter le suffrage. Il faut anticiper, il faut savoir, il faut avoir une lecture de là où vont les choses et avoir des plans B et des plans C pour s'en sortir. Et donc beaucoup en interne pensaient, d'ailleurs il y en a qui ne se sont pas présentés, pensaient qu'il ne fallait pas aller aux élections. Il y a le congrès de 99 du parti qui avait pris une résolution ferme là-dessus, que le parti n'a pas le droit de boycotter des élections. Ensuite, la position qui avait été prise par le parti, dont j'étais le porte-parole par rapport à cette position, c'était que dans la situation actuelle, il n'y aurait pas d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne peut pas y avoir d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je me réjouis que le 25 février passé, le Conseil constitutionnel a affirmé que le 9 février, il ne pouvait pas avoir d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ça nous a donné raison. Et donc c'était un grand soulagement, soulagement personnel, soulagement pour toute la hiérarchie du parti, soulagement aussi pour tous les candidats qui, il faut se dire, ont été valeureux, courageux, qui ont pu aller au-delà de leur capacité émotionnelle et physique pour se présenter. Il faut savoir que leurs familles ont été attaquées, il faut savoir que leurs maisons ont été incendiées, etc. Donc je tire mon chapeau à tous ces candidats-là. Et aujourd'hui, nous allons, dans les jours à venir, nous concerter. Nous le faisons déjà par téléphone.
Mais nous allons nous mettre ensemble pour décider de comment la suite sera. On va le faire avec les candidats tête de liste au municipal dans les circonscriptions ont déposé des requêtes et aussi avec les candidats à la députation et leurs suppléants pour les circonscriptions qui ont été annulées. Donc ça ne sera pas une grande kermesse, ça sera plutôt des réunions de stratégie. Et vous savez, quand on parle de stratégie, c'est un cercle restreint. Alors, vous parlez de victoire, pas de victoire, de justice. De justice. Alors, le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il ne pouvait pas avoir élection dans ces régions-là. Sauf que là, on parle juste de 11 circonscriptions. Bien sûr, ils ne peuvent que parler des circonscriptions dans lesquelles il y a eu des requêtes. Vous savez, on n'a pas pu déposer nos dossiers pour la circonscription d'Indiane, 3 députés. Le RDPC non plus n'a pas pu déposer ses dossiers. Ils l'ont fait à Limbé. Ils sont, comme on dit, le pays organisateur. Nous, on n'a pas ces facilités. On n'a pas pu aller dans le Libial, on n'a pas pu aller, dans le Coupé Manengouba déposer nos dossiers. On n'a pas pu aller dans la Maniou déposer nos dossiers. On a essayé, on s'est battu pour déposer nos dossiers de Mémé rural, c'est-à-dire le département de Mémé en dehors de la ville de Kumba. Malheureusement, nos candidats ont été kidnappés quand ils venaient avec les dossiers. On a fait une requête préélectorale qui n'a pas abouti parce que quand ils ont été kidnappés, tous les dossiers ont été déchirés. Nous avons eu des candidats qui ont eu tous leurs dossiers brûlés par des sécessionnistes dans le nord-ouest aussi. Donc nous avons eu certaines circonscriptions où malheureusement nous n'avons pas pu déposer les dossiers, tout simplement parce que l'administration est inexistante et il n'y avait pas une réelle volonté coordonnée d'aider les candidats à déposer leurs dossiers, parce qu'on aurait pu dire, on a demandé au gouvernement de dire par exemple que pour les candidats du nord-ouest et du sud-ouest, vu la situation, pour ne pas risquer leur vie, et vu que les bureaux d'Elecam sont fermés, sont inexistants, beaucoup d'entre eux sont brûlés et n'ont pas de représentants, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de déposer tous les dossiers, par exemple, en dehors des législatives, où on a déposé les dossiers à Yaoundé, déposer tous les dossiers à Bamenda, au niveau des services du gouverneur, par exemple, qui sont protégés à Bouya, au même endroit. Malheureusement, ça n'a pas abouti et donc on a dû se débrouiller comme on a pu pour y arriver, et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels nous n'avons pas pu déposer nos dossiers. Et vous savez, c'est exactement ce que je disais avant l'élection. Pour pouvoir faire une requête, il faut participer. Donc nous devons nous battre pour être dans le processus et y rester, pour ensuite avoir qualité pour faire une requête et prouver au monde entier qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est ça le procédé. Le président de la République ne peut pas décréter que l'élection se tiendra dans une seule partie du Cameroun et pas dans l'autre. Ce sont les électeurs ou les candidats seuls qui peuvent déposer des requêtes pour dire qu'ils étaient dans l'incapacité soit de candidater, soit de voter. Et pour cette raison, ils demandent au Conseil constitutionnel de prendre acte de ce qui s'est passé et d'invalider l'élection. Donc c'est ça le processus. Il faut avoir la bonne lecture de ce qui se passe. Et donc le président était dans l'obligation de convoquer le corps électoral. Il aurait pu repousser toute l'élection, mais il ne pouvait pas repousser une partie, les textes ne lui donnent pas ce droit. Et donc nous étions dans la logique d'y aller pour avoir qualité, pour pouvoir faire des requêtes et que ces requêtes aboutissent. Malheureusement aussi, il faut le dire, cette démarche n'a pas été suivie par tous les candidats potentiels, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cru qu'elle pouvait aboutir. D'accord. Alors, selon le code électoral, le prochain scrutin aura lieu 20 jours au moins, 40 jours au plus, après l'annulation du scrutin. Et entre autres raisons avancées par le SIF, il y avait la délocalisation de certains bureaux de vote par Elections Cameroun, mais davantage la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, selon vous, est-ce qu'il y aura changement dans 20 jours au moins ou 40 jours au plus? Non, encore une fois, vous savez, nous sommes... le Conseil constitutionnel
a le droit d'interprétation. Donc le Conseil constitutionnel n'est pas tenu, il respecte la loi autant que possible, mais vous savez que le Conseil constitutionnel est l'organe, le seul organe qui est capable de donner une orientation, je dirais, encadrée dans la Constitution, notamment des voies de fait, pour faire en sorte que les populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit, vous ne pouvez pas représenter vos populations quand ces populations n'ont pas eu la possibilité d'aller choisir qui les représente. Donc, à mon humble avis, si ça perdure, si d'ici 20-40 jours la crise ne s'arrête pas, on sera toujours dans la même situation. Et donc aujourd'hui, nous avons un arrêté du Conseil constitutionnel c'est une jurisprudence que nous pouvons utiliser pour dire, écoutez, nous sommes dans l'impossibilité d'aller aux élections parce que les faits qui étaient reconnus par le Conseil constitutionnel le 9 février existent toujours aujourd'hui. Donc il est évident qu'on devra s'asseoir pour trouver une voie politique de sortie, mais le même code électoral que vous avez cité va encore plus loin. Le même code électoral dit que quand il n'y a pas élection, ou pour quelques raisons, je crois que c'est au niveau des dispositions de l'élection du président de la République, et cela s'applique mutatis mutandis sur toutes les autres élections dans ce code-là. Je crois que c'est l'article 136, si je ne me trompe pas, dit que ceux qui avaient été élus à la dernière élection, c'est-à-dire l'élection de 2013, restent en place jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour organiser ces élections-là. Donc je ne suis pas encore à ce niveau. Pour l'instant, nous digérons encore le fait qu'on a eu gain de cause sur ce problème précis. Nous essayons, et vous conviendrez avec moi que nous sommes encore dans les élections des conseillers aux mairies de la ville et au maire de la ville. Ce cycle prend fin le 3 mars et ensuite nous allons nous réunir pour engager une stratégie pour aller de l'avant. Donc de l'autre côté aussi, vous savez, ce que dit le Conseil constitutionnel engage le gouvernement du Cameroun, engage les CAM et nous engage nous et on fait la requête, y compris le RDPC qui est en face de nous. Donc il est évident que toutes ces parties prenantes vont maintenant essayer de réfléchir à la suite à donner à cet arrêté-là et puis voir comment on va avancer. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Est puissent aller aux élections et puissent choisir librement dans la sécurité ceux qui les représentent. Et c'est pour cela que nous nous battons depuis 3 ans. Alors selon vous, avec, je dirais, avec votre vécu sur le terrain, est-ce que vous pourriez avoir des suggestions peut-être à faire à Elecam pour que ce processus-là se passe bien, tout au moins du côté d'Élections Cameroun? Ça, je me fie à la disposition, à la raison des localisations des bureaux. Je pense que la première des suggestions, c'est que l'urgence et la chose la plus importante aujourd'hui au Cameroun, c'est d'arrêter la guerre civile dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il faut arrêter à faire croire au monde entier qu'il n'y a pas de problème. Il faut arrêter de faire croire qu'on peut tenir des élections pendant que les chars sautent en l'air et pendant que des maisons sont brûlées, des enfants sont tués. On ne peut pas tenir des élections en guerre civile, c'est impossible. Donc ce que nous devons faire, c'est d'arrêter la guerre. Et on a une responsabilité collective en tant que citoyens de ce pays d'amener le gouvernement camerounais et les sécessionnistes à la raison. Nous avons 24 millions de Camerounais qui sont pris en sandwich entre un gouvernement qui ne veut pas écouter et des sécessionnistes qui pensent qu'ils peuvent régler des problèmes éminemment politiques par la violence. Et donc il faut ramener ces deux camps à la raison et il faut sauver les vies qu'on peut encore sauver. Il faut ramener la paix. Il faut que tous ceux qui ont fui, il s'agit de 800 000 personnes qui ont fui la guerre, qui sont soit au Nigeria, soit dans le reste du Cameroun ou dans les safe havens dans le nord-ouest et le sud-ouest comme Limbe et Boya, il faut que toutes ces personnes-là puissent rentrer chez eux. Vous ne pouvez pas me dire qu'on peut organiser une élection alors que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, alors que les éducateurs ne peuvent pas enseigner, alors que tous les bureaux sont fermés, alors que l'eau ne coule dans aucun robinet, alors qu'il n'y a pas d'électricité nulle part parce qu'on ne peut pas réparer les lignes cassées. Donc il faut absolument que la paix revienne et c'est ça notre priorité. Nous avons
été constant là-dessus et ça fait 4 ans que nous nous battons pour que ces paix reviennent. Vous savez, quand deux factions s'entre-déchirent, ceux qui essayent de les amener à la raison sont trop souvent et à tort malmenés, insultés, etc. Mais quelques jours après, quand la paix revient, chacun vient remercier ceux qui ont eu le courage de dire que ce n'était pas la bonne voie. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis 4 ans. Et nous n'allons pas abandonner ce combat-là. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour nous, aujourd'hui, l'urgence n'est pas une élection. L'urgence, malheureusement, nous sommes en minorité. Parce que ça, il faut aussi le dire, nous sommes en minorité dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ce soit au niveau de nombre de députés, que ce soit au niveau de nombre de communes. Donc ça serait plutôt notre intérêt et tout le monde dirait qu'au vu de la situation, si un parti politique implanté se présente, il ferait un raz-de-marée parce que les populations n'en peuvent plus de cette guerre et voteraient plutôt pour l'opposition. Mais même avec ces avantages-là, nous demandons de respecter la souveraineté des vies humaines et qu'on arrête cette violence avant de revenir à notre politique partisane. Vous ne pouvez pas organiser un exercice éminemment partisan, une élection politique, une élection locale, ouais. Quand les gens s'entre-déchirent et s'entretuent pour moins que ça. C'est-à-dire, c'est mettre l'huile au feu. C'est tout simplement ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a vu toute cette violence inutile et gratuite, tout simplement parce qu'on voulait respecter un calendrier. Et je dirais même parce qu'on n'a pas eu le courage de s'asseoir et de discuter et de trouver des solutions pour contourner. Le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est politique. Un problème politique se règle autour d'une table, ça ne se règle pas dans la forêt avec des armes, avec des militaires et des sécurités. Ça se règle autour d'une table et c'est ce que nous disons depuis 4 ans et nous espérons qu'aujourd'hui on pourra continuer en toute légitimité, en toute légalité ce combat pour ramener ces gens à la raison. À bien vous écouter, si tout est en ordre, si la paix revient, le SDF peut remonter la pente. Écoutez, on n'a jamais perdu de pente. Je ne sais pas de quelle pente vous parlez. Vous savez, c'est intéressant de voir comment des personnes, et je ne vous accuse pas vous êtes peut-être influencé par le mainstream, le débat dans le mainstream. C'est intéressant de voir comment la même personne qui est convaincue que l'élection est biaisée, pour rester poli, et est tronquée, truquée pour aller un peu plus vers ce que presque tout le monde dit, et reste chez elle en se disant que de toute façon, si je veux voter, ça ne change rien. Mais la même personne vous dit, vous devez remonter la pente, vous êtes tombé. Mais vous ne pouvez pas, d'un côté, dire que l'élection n'a pas été juste, et de l'autre côté, vous jugez les gens par rapport aux résultats de ces élections-là. Donc les élections, madame, sont difficiles au Cameroun parce qu'il ne s'agit pas seulement de convaincre les électeurs de voter pour vous. Déjà, il faut convaincre les électeurs de sortir massivement. Il faut pouvoir leur dire que malgré toutes les fraudes, il faut sortir quand même. C'est dire une chose et son contraire, ce qui est presque inaudible parce que en même temps nous disons qu'il y a des fraudes, en même temps nous leur demandons de sortir pour voter et en plus de tout cela, il faut combattre cette fraude-là. Donc nous passons, pendant que d'autres passent 14 jours à distribuer du pain sardine, nous passons 14 jours pour monter des brigades, pour bloquer la fraude partout. Et quand vous voyez ce qui s'est passé, je prends l'exemple de Douala 1er, à 16h, 16h30, nous avions gagné avec une marge confortable. En moins d'une heure, ceux du pouvoir ont réussi à transformer la chose. Il y avait des scènes devant moi où on distribuait 20 000 francs aux gens d'aller voter, où on distribuait 30 000 francs aux gens d'aller voter, ce qui est interdit par la loi. Ce que nous voyons, vous savez pourquoi
tient l'élection un dimanche pour qu'on puisse pas avoir de constat d'huissier. Donc les autres pays du monde entier le tiennent en semaine. Au Cameroun, c'est toujours le dimanche, c'est pas pour rien. Donc je ne veux pas me plaindre de cela, mais j'aimerais juste dire que les gens doivent être conséquents avec eux-mêmes. D'accord. J'allais demander la faute à qui? À celui qui prend, celui qui donne? La faute à qui finalement? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'aimerais juste revenir sur le point que vous avez dit. Nous ne remontons pas une pente. Nous sommes dans un processus dans lequel il y a des hauts et des bas, certainement. Nous ne mesurons pas notre force par rapport à ces résultats-là, comme d'ailleurs beaucoup d'autres partis politiques de l'opposition qui se respectent. Et c'est pour ça que j'ai tout autant de respect d'un parti qui a un seul conseiller municipal ou un parti même qui a juste eu le courage d'affronter les élections au Cameroun et qui peut-être n'a rien eu. J'ai beaucoup d'estime pour ces partis politiques que ceux qui ont peut-être un peu plus de puissance, qui ont pu avoir un peu plus d'élus, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de la volonté manifeste des Camerounais. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il s'agit non seulement de la volonté des peu qui sont allés voter, mais surtout de la capacité de stopper les fraudes, ce qui est en zone rurale extrêmement compliqué, et en zone urbaine, c'est un véritable casse-tête chinois. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi un peu éduquer davantage politiquement les militants? Bien sûr, il y a un grand travail. Vous savez, les militants, c'est 2% de l'électorat. Et je ne pense pas qu'on a un problème au niveau des militants. Je pense que le problème, et je parle militants toutes parties confondues, oui, bien sûr. Je pense que le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la population, où les partis politiques et le gouvernement doivent faire plus. Mais cela commence par le système éducatif. Si la démocratie n'est pas expliquée à l'école, si le bien fondé de la démocratie n'est pas expliqué à l'école, si les processus électoraux ne sont pas expliqués à l'école, c'est bien difficile ensuite, à l'âge adulte, quand celui-là devient adulte, de commencer à lui expliquer tout ça. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres, mais il faut comprendre une chose, c'est très difficile d'être un parti politique efficace quand les moyens ne suivent pas. Et j'aimerais juste tirer votre attention sur le fait que dans les démocraties réussies, la part du budget qui va pour la démocratie oscille autour de 5 à 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques présents ont des véritables moyens, ont des administrations. Au Ghana, par exemple, je vous prends l'exemple du Ghana, pour ne pas sortir de l'Afrique, parce que si j'allais en Afrique du Sud, vous allez dire que c'est presque des Blancs. Au Ghana, par exemple, un parti politique, c'est 3, 4, 5 000 employés à plein temps. Ce que nous faisons chez nous dans le SDF en tant qu'amateurs et dans notre temps libre, d'autres partis politiques le font à plein temps. Pourquoi? Parce que le gouvernement donne les moyens, c'est-à-dire que le gouvernement ne donne pas de l'argent aux partis, mais reconnaît que si vous êtes député, vous avez besoin d'une batterie de collaborateurs qui sont pris en charge par le gouvernement. Mais vous vous rendez compte, au Cameroun, pour avoir le contrôle sur les législatifs, on fait en sorte que ceux qui sont députés, qui sont sénateurs, n'aient pas les moyens nécessaires pour fonctionner. On les limite sur des 6 millions de francs de micro-projets, etc. Mais on devrait donner une permanence parlementaire, comme ça se fait dans le monde entier, à chaque parlementaire. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, mais c'est un local qu'on met à la disposition avec un personnel outillé qu'on met à la disposition pour que ces gens puissent être efficaces. Mais maintenant, quand vous devez vous-même, en tant que maire, des fois en tant que conseiller municipal, en tant que député, en tant que responsable politique, vous devez travailler 8 heures par jour pour envoyer vos enfants à l'école, et ensuite vous devez travailler 4 heures pour garder le parti en vie. Il ne reste pas beaucoup de temps pour l'éducation. Je ne me plains pas, je dis tout simplement que la paix n'a pas de prix. Et si on avait engagé des réformes en profondeur en 90 avec l'arrivée du SDF et l'arrivée du multipartisme, parce que ce n'est pas encore véritablement la démocratie, si on avait eu le courage de financer la citoyenneté, de financer l'éducation à la citoyenneté, de financer l'espace politique, on n'aurait pas aujourd'hui ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, et on n'aurait jamais eu ce qui se passe dans l'extrême nord avec Boko Haram, ou encore moins ce qui se passe à l'est avec tous les groupes de rebelles. On n'aurait pas
cette violence verbale qui existe aujourd'hui, on n'aurait pas ces extrêmes aujourd'hui, ce populisme qui a pignon sur rue, tout simplement parce qu'on aurait les moyens d'éduquer les Camerounais à la citoyenneté, à la vie politique, et on aurait un pays qui se porterait un peu mieux qu'aujourd'hui. Et donc il faut comprendre que quand on essaye d'économiser de l'argent dans l'éducation de la population, on dépense l'argent ailleurs pour régler les problèmes que ce manque d'informations crée. Alors, des informations font état de ce que cette décision du Conseil constitutionnel se présente comme une transaction avec le RDPC pour sauver le SDF. Écoutez, à mon humble avis, le RDPC est le plus grand perdant, premièrement. À mon humble avis aussi, le Conseil constitutionnel ne répond pas au RDPC. À mon humble avis, le Conseil constitutionnel n'est jamais entré dans ce genre de tractation-là. Donc ça serait un peu une injure, je dirais, au processus que nous essayons de construire, processus démocratique, une injure aux institutions de la République de faire croire qu'on puisse aller aussi haut pour faire ce que d'aucuns font très bas. Et j'aimerais juste vous prendre un exemple pour vous dire, vous savez, du moment où on essaye d'être sur le droit chemin, tout de suite on est pointé comme étant dans des tractations, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'on a donné des milliards à Frundi, que ceci, que cela. Bon, il y en a aussi qui disent qu'en 2013 déjà, le RDPC avait appelé à voter pour le SDF, peut-être qu'il se base aussi là-dessus. Non, j'aimerais vraiment, et c'est le déficit d'éducation politique dont on parlait tout à l'heure, et j'aimerais profiter pour dire qu'au fait, le quatrième pouvoir a une grosse responsabilité dans ce déficit d'éducation. Parce qu'au fait, les médias tendent plus à aller vers le sensationnel que d'utiliser un peu de leur pouvoir pour éduquer les masses, les populations. Voilà pourquoi on vous donne la parole. Je le comprends, je ne sais pas vous que j'accuse, mais j'essaye de dire que c'est une responsabilité, c'est une co-responsabilité. Et donc je crois que ce qui s'est passé en 2013, personnellement, je l'ai déjà expliqué sous ce même fauteuil. Et dans ce même studio au moins 5 fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai répondu. Donc si jusqu'en 2023 vous allez me poser la même question, c'est soit vous n'êtes pas inspiré quand vous préparez vos interviews, soit vous voulez absolument rester du côté du sensationnalisme. Vous pourriez dire, quand ça se présente, que monsieur aussi, l'honorable aussi, était présent dans nos studios, voilà ce qu'il a dit. Et je donne la parole à monsieur aussi, s'il va parler à la population lui-même. Si vous voulez encore me poser cette question, je vous ramène en 2020. En 2020, le RDPC, dont vous parlez, a décidé de déposer une requête contre la liste du SDF à Douala 1er où vos studios sont. Ok, ma circonscription. Et s'est battu au tribunal jusqu'à 3 h du matin pour disqualifier une liste sur le simple fait qu'un des candidats, le candidat numéro 5 sur cette liste, aurait démissionné du RDPC, mais qu'au moment où il démissionnait du RDPC, il n'avait pas payé toutes ses cotisations. On parle de moins de 2000 francs. Ridicule. S'il y avait quelque accord avec le RDPC, on pourra encore imaginer qu'une liste satellite du RDPC qui n'est pas trop au courant de cet accord, quelque part dans l'extrême nord ou dans l'est profond, ait eu cette requête. Mais nous sommes à Douala et à Douala 1er, dans la circonscription du vice-président du SDF qui est attaqué de cette façon-là. Donc vous conviendrez avec moi. Et nous nous sommes battus jusqu'à la chambre administrative pour pouvoir rétablir cette liste après, je crois, après 8 heures de débat. Okay. Nous sommes venus, nous avons présenté la liste, nous avons eu les résultats que nous avons eus. Le RDPC, toujours lui, est allé au niveau de la commission communale et a invalidé 4 ou 5 bureaux de vote sur des raisons vraiment qui vont faire rire tous les Camerounais quand le recours arrivera au niveau du tribunal administratif.
Et donc, on décidé que les populations de Kogmondo ne comptaient pas comme des populations de Douala Premier et ne pouvaient pas voter, soi-disant parce qu'ils ont décidé au niveau de la commission communale que les représentants, c'est-à-dire ils font le travail maintenant du président de la commission locale, que les représentants du SDF n'étaient pas inscrits, ce qui est évidemment faux parce qu'on a présenté leur carte d'électeur émise par Elecam. Mais vous savez ce qu'ils nous ont dit? On va annuler tous ces résultats parce qu'il ne faut pas que le candidat numéro 5 passe. Cela ne fera que 4 conseillers, c'est ce que nous voulons, ça nous suffit. Vous pouvez porter plainte, vous pouvez déposer un recours et quand on va corriger cela, de toute façon, l'élection au niveau de la mairie de la ville sera déjà faite, etc. Je vais encore plus loin, pas plus tard qu'avant-hier, dans la nuit d'avant-hier à hier. Nous sommes, la nuit du 25, nous sommes à l'élection du maire et de l'exécutif communal de Douala Premier. Encore Douala Premier, je ne veux même pas plus loin, madame. Et à la stupéfaction de toute la salle, après qu'on ait eu des élections sans heurte à Douala 4e, Douala 6e, Douala 2e, Douala 5e, Douala 3e, nous arrivons à Douala 1er au milieu de la nuit. Et à notre stupéfaction, à la stupéfaction de tout le monde, parce que sachant que la place, une des places d'adjoint au maire revenait au SDF, parce que la loi est claire là-dessus, la loi dit que l'exécutif communal doit autant que possible refléter la coloration politique du conseil. Le SDF étant deuxième dans le conseil avait droit de réclamer une place. C'est une tradition que nous avons mise en place depuis 2013. J'étais personnellement impliqué dans les discussions pour que tous les partis politiques respectent cette disposition-là. Je pense que tout le Cameroun en a profité. Et le RDPC est venu, a ignoré le SDF, a ignoré le MP de Jean-Jacques Ekini, a ignoré l'UDC et est passé outre et ont décidé que, et avec la bénédiction du préfet du Vouri, qui est pourtant là, son seul rôle c'est de faire respecter la loi, il reconnaît que la loi n'est pas respectée, mais que la loi nous donne aussi des voies de recours et que nous pourrons faire un recours pour annuler tout ce qui se place. Vous voyez jusqu'où ça va, c'est-à-dire que vous avez l'État du Cameroun, le représentant du chef de l'État qui viole la loi et qui est très fier de la violer et qui nous dit qu'il ne la viole pas parce que nous pouvons faire un recours. Justement, je voulais m'arrêter. Est-ce qu'il est censé intervenir dans le processus? Il est juste observateur ou il doit intervenir? Écoutez, il est le représentant de l'État, donc en fait, il est un conseil dans le processus, il intervient, il a le droit de parole autant qu'il veut, c'est la loi, mais il ne vote pas, il ne préside pas non plus. Mais il est assis à la droite de celui qui préside, le doyen d'âge. Donc, nous sommes arrivés jusqu'au bout du processus, au bout de la nuit. Il a été clair et évident que le préfet, le RDPC, ne voulait pas respecter la loi. Le préfet ou le RDPC? Les deux. Les deux. Parce que excusez-moi, parce que le rôle du préfet, c'est de s'assurer que la loi est respectée. Donc, si on ne respecte pas la loi, et au début même, il commence à donner des arguments pour ne pas respecter la loi, où il essaye de nous faire croire que quand la loi dit « doit », ça veut dire qu'on a le choix si on le fait ou pas, et on a dû lui dire que quand on dit « doit » en français, ça ne veut pas dire qu'on a le choix. Je ne vais pas revenir dessus. Nous allons, c'est derrière nous, nous avons déjà préparé nos requêtes que nous allons déposer par rapport à tout cela pour corriger. Mais je veux juste vous dire, ce qui est intéressant, c'est que je donne mon exemple personnel. Du début du processus électoral jusqu'à la fin, nous avons été persécutés judiciairement et autrement aussi par le RDPC et par l'administration. Et donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir prétendre qu'on a un arrangement alors qu'on est persécuté du début jusqu'à la fin. Monsieur aussi, c'est pas moi qui prétends, hein. Ce sont des informations et surtout, elle précise que vous critiquez. Si vous amenez ces informations sur l'antenne, ça veut dire que vous pensez qu'elles pourraient être fondées et dont vous prétendez. J'ai face à moi une source qui pourrait me infirmer ou
affirmé. C'est ce que je viens Alors, de vous démontrer. il se dit justement que vous critiquez ce gouvernement-là en journée, mais vous dînez ensemble le soir. Donc, c'est à vous de donner des arguments à ceux qui pensent comme cela. Et je voudrais préciser quand même que la répétition, c'est la mère de l'éducation. Si vous avez dit 5 fois, dites une 6e fois, peut-être qu'ils vont retenir maintenant. Peut-être vous allez retenir. Non, pas moi. C'est vous qui me posez les questions. Je représente... J'aimerais juste dire que être en politique et faire de la politique, c'est pas se taper dessus. D'accord. Il y a une différence entre être un activiste et être un homme politique. Et je pense que si je suis en politique aujourd'hui et je suis dans le SDF, c'est pour construire un pays, une république. C'est pas pour le détruire. C'est pour améliorer le quotidien des Camerounaises et des Camerounais. Voilà pourquoi on y est. Donc je ne m'intéresse pas, et c'est pas parce que je ne passe pas mon temps à insulter certains que je suis d'accord avec eux. Et le baromètre de l'accord politique n'est pas dans l'injure. Le baromètre est sur les actes posés et est sur des propositions faites. Donc malheureusement au Cameroun, quand vous êtes du côté des propositions, et je l'ai vu à l'Assemblée nationale ces 6 dernières années, j'étais pratiquement le seul, en tout cas mon parti politique était le seul parti qui déposait des propositions de loi à répétition. Et c'est ça le débat politique. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela? C'est ça le débat politique. Le débat politique, ce n'est pas Oriane est grande, elle est petite, elle a un habit. Non, le débat politique, c'est sur des sujets. Ce n'est pas sur des personnes. Et qu'on aime la personne ou pas, on est obligé de mettre ce côté de ressenti à côté et parler des sujets et s'attaquer au sujet. Et il est malheureusement, on est arrivé jusqu'au point où les gens pensent que si on n'est pas aigri et si, comment dirais-je, on n'arrive pas à STV à pied ou derrière un Bensikin, ça veut dire forcément qu'on dîne le soir avec le RDPC et qu'en journée on les critique. Ma politique, c'est pas seulement de critiquer, c'est aussi de proposer, premièrement. Deuxièmement, je n'ai rien contre les individus. Et je veux vous surprendre, des fois on a moins de problèmes personnels avec les adversaires politiques qu'avec les gens de sa propre famille politique. Ça arrive partout. Vous conviendrez avec moi que l'endroit, et c'est d'ailleurs une ironie de notre problème de tribalisme, l'endroit où on a très souvent le plus de problèmes profonds, c'est dans nos propres villages. On a souvent plus de problèmes dans nos propres villages qu'on l'a ailleurs. Les batailles, tout ça, c'est dans nos propres familles. Les batailles de succession, les batailles de ceci, c'est dans nos propres familles, c'est pas avec des gens venant d'ailleurs. Et c'est la même chose en politique. Très souvent, au sein de ta propre famille politique, tu as plus d'adversité, on a plus d'adversité, on a plus d'adversaires qu'on a avec d'autres. Maintenant, le rôle d'un politique, c'est de rassembler, c'est de construire, c'est de trouver, comme on dit, je l'ai appris très tôt en politique, le consensus c'est 80%, l'élection 20%. Et on dit souvent, quand il y a trop de candidats à une élection, c'est qu'il y a un problème démocratique dans le pays. Parce qu'il faudrait arriver à ce consensus. Quand un pays a 300 partis politiques, il y a un problème fondamental dans la structuration politique même du pays. Parce que les gens devraient pouvoir concéder les choses pour rester. Et comme je le dis souvent au SDF, si vous ne pouvez pas battre ni John Frondi en interne au SDF, il est difficile pour vous de prétendre que vous pouvez aller battre M. Bia en externe. Et donc, il faut à l'intérieur déjà trouver des voies et moyens pour émerger. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes battu en interne, une élection locale, démissionner, créer votre propre parti politique et espérer faire mieux. Si vous n'avez pas pu faire ça en interne, vous ne pouvez pas faire ça ailleurs non plus. Donc, je l'explique très souvent, mais essentiellement, ce qui est important à comprendre, c'est que les combats sont multiformes. Il y a des activistes, je les applaudis, quand ils réussissent à faire des actions qui ramènent la balle au centre, comme je dis très souvent, c'est leur rôle à eux. Il y a des politiques qui sont là pour construire, qui ont des responsabilités, parce que, tenez-vous tranquille, ce que quelqu'un dit dans la rue est pris avec rigolade. Mais si un homme politique dit la même chose, ça peut avoir des conséquences extrêmes.
Et donc c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il faut parler que des sujets et pas des hommes, pas des personnes, pas des tribus, etc. Il faut parler des sujets parce que c'est ce qui nous concerne. On ne peut pas faire une loi à l'Assemblée nationale sur un individu. On ne peut que faire une loi sur des sujets précis. Et finalement, il faut aussi comprendre que des gens peuvent être dans des situations où, comment dirais-je, ils ne font pas la politique parce qu'absolument ils veulent un métier, un travail ou se faire de l'argent. Ils font de la politique parce qu'ils sont convaincus. Et il y en a beaucoup. Et malheureusement, ceux-là sont pris pour des profiteurs, pour je ne sais pas quoi. Mais non, il y a beaucoup de gens qui, malgré leur emploi chargé, leur temps d'emploi chargé et tout ce qu'ils font autour, il y en a beaucoup qui trouvent du temps pour servir leur pays, pour servir les populations, pour avancer. Et moi, j'ai un agenda social-démocrate et c'est celui que je défends. Et vous allez être surpris, mais beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de démarcation idéologique claire dans l'espace politique camerounais, beaucoup de gens, même dans d'autres partis politiques que je ne veux pas citer, ont des positionnements sociodémocrates. Et si moi, ma bataille, c'est pour que la social-démocratie triomphe et que quelqu'un qui est dans un parti ABC est dans le même couloir, mais je m'entendrai très bien avec cette personne, malgré le fait qu'on n'est pas dans le même parti politique. Parce que l'essentiel, c'est de remettre l'homme au centre. Alors, s'agissant du scrutin du 9 février dernier, quel est le... Comment je vais dire ça? Je dirais pas... Selon vous, le SDF, comment est-ce qu'il s'est comporté? Écoutez, déjà, j'aimerais saluer le courage de tous ceux qui se sont présentés. C'était pas facile. Vous savez, une élection, c'est tout d'abord aussi le courage de se présenter. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais quand on leur demande de se présenter, ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai même l'exemple d'un qui a eu le courage de se présenter, et quand on lui a passé le micro pour parler à la foule, il a fui. Au public, il a fui. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être candidat et que pendant 2 mois, vous avez, je dirais, une bonne partie de ceux qui vous entourent, qui trouvent plutôt des dénigrations, des insultes et tout ça. Ce n'est pas facile d'être un homme public. Et une élection locale, c'est une élection où beaucoup d'hommes publics émergent. Et donc, c'est leur première rencontre avec la réalité politique. Et ils se rendent très vite compte que c'est différent de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est différent de ce qui se passe dans les journaux et c'est surtout différent de ce qu'on pensait dans sa tête. Et donc, c'est très difficile d'avoir des candidats. C'est très difficile d'avoir des candidats valables. C'est encore plus difficile de trouver des candidats qui ont tout ce qu'il faut pour gagner une élection. Il faut le dire. Une élection, malheureusement, le système électoral au Cameroun est tel qu'une élection, c'est beaucoup d'argent. Une élection, les gens voient ce qu'on reçoit pour la campagne, mais je peux rassurer les uns et les autres que ça ne couvre pratiquement rien de ce qui est dépensé pour une élection. Si ça couvre 5%, ça veut dire que vous n'allez pas à cette élection pour gagner. Et des fois même, toute cette tension que vous trouvez vers la fin de la campagne électorale vient du fait que les gens sont physiquement et financièrement épuisés et donc deviennent très réactifs à tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je salue tous ceux qui se présentent, tous, sans tous les partis politiques qui ont pu présenter des candidats et tous ceux qui se sont présentés, vraiment chapeau, parce que c'est pas facile. Maintenant, ce que je retiens du SDF, c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés. Il faut savoir que nous vivons grâce à nos élus et 80% de nos élus sont englués. Quand je dis englués, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire sont de facto coincés avec la situation exécrable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup ont eu leur maison brûlée. Beaucoup n'avaient même plus de documents pour faire des dossiers parce qu'ils ont été brûlés ou été arrachés quand ils étaient kidnappés. 100%
de nos responsables du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne sont plus en activité économique depuis au moins 3 ans, pardon. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas cotiser. Beaucoup qui ont encore un semblant d'activité parce que leur situation le permet, ont des frais qui n'étaient pas les leurs il y a 3-4 ans, ont dû envoyer des enfants à l'école à Yaoundé, à Douala, etc., louer des maisons ici, ce qui n'était pas le cas. Donc nous nous sommes trouvés face à une élection plus ou moins orphelins de nos piliers, de tous ceux qui étaient dans la capacité de financer pendant 4 ans. Donc c'était déjà d'un point de vue ressources humaines très compliqué pour nous, d'un point de vue financier extrêmement compliqué pour nous, et en plus d'un point de vue politique très compliqué. Pourquoi? Parce que il y en a qui, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ou originaires du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, estimaient qu'il ne fallait pas aller à cette élection à cause de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il y a une autre partie qui estimait qu'il fallait absolument aller à cette élection à cause de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ensuite, il y a eu le retrait de l'élection du MRC, où certains pensaient, à raison ou à tort, qu'il fallait les suivre. Moi, je dis une seule chose, nous sommes un parti politique. Si le MRC voulait qu'on les suive, ils auraient pu nous consulter avant de prendre cette décision. Si on avait eu une discussion pour aller dans ce sens-là et qu'on les aurait trahis, ou qu'on aurait retracté, on pourrait dire oui, ça valait la peine, mais nous ne pouvons pas subir des décisions d'un autre parti politique qui n'est pas avec lequel nous n'avons forcément aucune alliance stratégique sur la place aujourd'hui. Donc il y avait tout ça qui jouait, et puis certainement ce qui jouait le plus, c'est le fait que les Camerounais ne croyaient plus véritablement au processus électoral. Et ça, c'est le résultat de l'élection présidentielle qui est encore frais dans la conscience des Camerounaises et des Camerounais. Et donc, nous avons en face de nous, nous n'étions pas, certains disent souvent que nous étions entre le marteau et l'enclume, mais c'était pire que ça. On avait en face un adversaire qui veut tout prendre, le RDPC. On avait en face une administration qui est au service du RDPC, malheureusement. On a Elecam qui pensent que leur mission s'arrête le jour que M. Biya n'est plus président. Et on a de l'autre côté des activistes qui pensent qu'aller aux élections c'est une trahison, parce que si vous ne faites pas ce que eux ils veulent, c'est que forcément vous ne faites pas des bonnes choses, qui n'ont aucune tolérance, aucun recul pour la réflexion. Et vous avez, et c'est surtout ces activistes de la zone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en fait des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui pensent que tout ce que nous faisons est contraire à leur combat, alors que quand ils ont engagé leur combat, ils ne nous ont pas consultés. Voilà un peu où on se trouve dans cette élection, et c'est pour ça que je tire mon chapeau. En plus de tout ça, on a le président national qui se fait kidnapper, qui est, il faut le dire, qui se fait violenter et qui doit subir des traitements à l'étranger, parce que ce que nous décrions depuis 30 années presque, que le système de santé est dans l'incapacité de traiter les Camerounais, en fait on l'a encore vu une fois avec lui. Voilà, donc on est face à toutes ces situations, mais on va quand même, on a le courage d'aller à ces élections, d'affronter le système, d'affronter les adversaires. Et c'est pour cela que je dis, je ne peux que féliciter tous les militantes et les militants du SDF qui ont tenu bon, et tous les candidats qui ont tenu bon pendant cette élection. On a un petit résultat, nous sommes présents dans les institutions. On avait raison d'aller à l'élection parce que le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Le Conseil constitutionnel est dans ce cas-là au-dessus même du président de la République. Ça veut dire que le SDF avait raison dès le début. Et il faut qu'on continue sur cette voie. Et j'invite tous ceux qui pensaient qu'une nouvelle voie pouvait s'ouvrir au SDF, une voie insurrectionnelle ou une voie... Non, restons sur la voie républicaine et on arrivera au pouvoir et on sauvera ce pays de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, d'aucuns estiment que ce petit résultat, comme vous le dites, est dû
Il corrobore avec vous, hein, à la crise anglophone. À la crise anglophone, à la crise politique, à la crise économique, à la défiance généralisée, aux problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'extrémisme est devenu la norme et la raison est devenue anormale, et au populisme qui s'est invité dans la sphère politique. Vous savez, vous ne pouvez pas construire un pays avec des extrémistes et du populisme. Et malheureusement, ça se trouve de toutes parts. C'est ce qui crée les problèmes dans l'extrême nord, les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce qui crée nos problèmes politiques et c'est ce qui aujourd'hui crée aussi nos problèmes économiques. Alors, je poursuis. Il s'arrête d'abord sur la crise anglophone. C'est un facteur majeur, selon ces informations. Non, c'est un facteur. Excusez, je ne peux pas m'arrêter que sur la crise anglophone parce que la crise anglophone n'est pas venue du ciel. C'est tous les autres facteurs qui ont créé la crise anglophone qui est venu accentuer le problème. Mais je ne peux pas m'arrêter sur un seul problème. S'agissant des élections, oui. Hein, au Conseil constitutionnel, parmi les raisons avancées par le SIF, il y avait la crise anglophone. Bien sûr. Voilà. D'aucuns estiment donc que, en pensant ainsi, est-ce que vous ne corroborez pas avec ceux qui pensent que le SDF est un parti régionaliste? Parce que les régions du nord-ouest et du sud-ouest... Je veux vous dire trois choses très importantes à mon humble avis. La première des choses, c'est que quand vous faites une requête, et c'est dans la forme, quand vous faites une requête pour une circonscription électorale qui est dans le nord-ouest, et vous allez vous plaindre des problèmes de l'Est ou de l'Ouest ou de l'extrême nord, ça ne peut pas passer. Pour que ça prospère, si votre circonscription est dans le nord-ouest, vous devez parler des problèmes dans le nord-ouest. Et c'est pas moi qui ai commencé la guerre là-bas. Donc il fallait absolument démontrer pour ces circonscriptions-là, vous avez parlé des 11 circonscriptions dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'on était dans l'impossibilité d'aller aux élections. Je vous dis, le jour de l'élection, un de nos candidats était couché en dessous de son lit avec des balles qui passaient à travers les fenêtres et à côté de lui dans la maison, dans 3 maisons plus loin, il y avait le responsable du bureau de vote qui était couché en dessous du lit aussi. Et un peu plus loin, il y avait le responsable local de l'ECAM qui était aussi couché. Et ils se parlaient au téléphone tous les 3. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas tenir des... Vous ne voulez quand même pas que je vienne vous dire qu'on a fraudé, qu'on a bourré les urnes, alors que personne n'est même arrivé au bureau de vote. Donc je suis dans l'obligation de vous dire, madame, personne n'est arrivé au bureau de vote parce que ça tirait de partout. Et voilà ce qui s'est passé. Donc ne venez pas nous demander de faire une requête sur une circonscription dans le nord-ouest avec des problèmes de l'Est. C'est pas possible, madame. Deuxièmement, je vais vous dire, la crise, c'est plus une crise, la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne vient pas du fait que le nord-ouest était au nord-ouest et le sud-ouest était au sud-ouest. Et comme j'aime souvent le dire, le problème n'est ni à Bamenda, encore moins à Buea, il est à Yaoundé. Donc, les mêmes causes dont souffre tout le Cameroun ont eu une autre réaction dans le nord-ouest et le sud-ouest de par l'origine politique du nord-ouest et du sud-ouest. Okay. Donc, il faut s'attaquer au fond du problème, qui est à Yaoundé. Le fond du problème n'est ni à Bamenda, encore moins à Buea. Il est à Yaoundé. Donc c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous attaquer à un problème aussi profond et faire croire au monde entier que vous vous attaquez à un problème régional. Et maintenant, la troisième des choses que j'aimerais vous dire, qui est peut-être la plus importante, c'est que le Cameroun est en train de sombrer à cause de cette crise. Il m'arrive, de par ma circonscription électorale qui est Voury-Centre, de m'occuper et de me préoccuper du sort des grandes entreprises qui ont élu domicile dans cette circonscription. Et je peux vous dire, le son de cloche est généralisé. La sortie du président du JICAM n'est pas venue parce qu'il a un problème personnel avec le directeur des douanes. C'est parce que les entreprises n'en peuvent plus, madame. Les impôts.
c'est pas que les impôts viennent sur tous les autres problèmes. Pourquoi? Parce que vous-même, à STV, vous n'arrivez plus à vendre des espaces publicitaires pour les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais STV n'y existe plus. Parce que pour regarder STV, il faut de l'électricité. Il faut une maison. Si les maisons étaient brûlées, on n'a plus de télé, la télé brûle aussi dedans, etc. Au niveau de certaines entreprises brassicoles, il s'agit de jusqu'à 34% de leur chiffre d'affaires en moins à cause de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Pour les sociétés de téléphonie mobile, il s'agit de presque 25% de chiffre d'affaires en moins. Quand votre marge est autour de 4% et vous avez une baisse de vente de 30% pour une guerre stupide, vous souffrez. Et quand en plus de ça, au lieu que le gouvernement vous accompagne, les impôts viennent vous asphyxier, ça devient encore tout un autre problème. Et je le dis pourquoi? Parce que ce problème, on tue les gens dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais depuis 1 an ou 2, les gens commencent à mourir dans le reste du Cameroun à cause de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Parce que les gens perdent leur emploi, et nous sommes qu'au début. Ça fait pratiquement 3 ans que nous ne voyons plus les grandes entreprises étrangères investir au Cameroun. Parce que même pour venir au Cameroun, la plupart n'ont plus le droit à cause de la guerre. Nous ne voyons pas d'entreprises venir parce qu'on ne va pas investir, madame, dans un pays en guerre. Donc cette guerre affecte tous les Camerounais. Affecte tous les Camerounais, du nord au sud. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'énormes difficultés et qui licencient tout simplement parce qu'il y a tout un pan du marché qui n'existe plus et le reste du marché qui s'est déstructuré. Parce que les 600 000, madame, les 600 000 personnes déplacées internes qui habitent chez des amis et des familles dans le reste du Cameroun, ces personnes ont déstructuré ces maisons, ces foyers. Ça veut dire quoi? J'ai rendu visite à un cousin qui héberge près de 11 personnes dans une petite maison à Yaoundé. Vous croyez qu'il peut encore renouveler sa télévision? Ou il peut acheter un terrain pour construire? Ou il peut renouveler sa voiture? Ou même la réparer si elle tombe baba? Non. Parce qu'il nourrit 11 personnes de plus qu'il le faisait avant. Il paye de l'électricité pour 11 personnes de plus qu'avant, etc. Donc ça déstructure toute l'économie nationale. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder ce problème comme un problème régional, c'est un problème national. Et je peux vous dire une chose, si l'Assemblée nationale n'a pas de représentants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce n'est plus l'Assemblée nationale. C'est une assemblée régionale de 8 régions. Si nous n'avons pas de mairie dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, nous ne sommes plus décentralisés. Nous sommes régionalisés. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un problème local, madame. C'est un problème national. Et on doit le prendre en tant que tel et on doit tous ensemble tout donner pour amener cette violence à stopper et trouver des solutions politiques pour nous en sortir. J'allais vous demander, puisqu'on parle des solutions, qu'est-ce que vous proposez en ce moment, vous qui êtes déjà à l'Assemblée nationale par exemple? Écoutez, je peux répéter encore une fois ce que je dis haut et fort partout, et même pendant la dernière campagne, ce que je disais, qui était d'ailleurs dans mon programme politique lors de l'élection présidentielle. Je suis le seul député, le seul, qui a cru bon et qui a eu le courage d'aller au front toucher du doigt les réalités de Boko Haram, en pleine crise de Boko Haram. En pleine crise. Je suis député du seul parti politique qui a fait un meeting à Douala et à Yaoundé, à Bamenda et à Buea, excusez-moi, pendant la crise anglophone, et qui est allé toucher du doigt des réalités qui se passent dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Devinez quoi? J'ai compris une chose très profonde. C'est que tous ces jeunes qui prennent des armes contre la République et contre leurs concitoyens n'ont pas démissionné de leur fonction quelque part, n'ont pas démissionné d'un travail, n'ont pas fermé leur boutique, n'ont pas fermé leur kiosque pour aller en brousse. Tous ont été recrutés dans le chômage. Tous, sans exception. Et donc, au lieu de traiter la langue anglaise ou les citoyens d'origine du Southern Cameroun comme étant un problème de sécurité nationale,
le gouvernement devrait traiter le chômage des jeunes comme un problème de sécurité nationale. Parce que c'est le chômage des jeunes qui donne des poches de recrutement à tous ceux qui veulent commencer une rébellion, commencer une secte armée, commencer une sécession, etc. Et si ça a commencé avec Boko Haram, ça a donné le courage à d'autres dans l'Adamawa et à l'Est, et ça a donné le courage à d'autres dans le sud-ouest et le nord-ouest, je peux vous dire, madame, on n'est qu'au début d'un long cycle infernal. Et donc, si nous n'arrivons pas à trouver des solutions politiques, et elles existent, madame, il faut qu'une volonté politique, des solutions politiques pour déjà, s'attaquer de front au chômage massif des jeunes, et deux, trouver des solutions politiques pour arrêter la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest et partout ailleurs, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Malheureusement, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Paul Biya, apparemment a d'autres priorités que celle-là. Parce que je me serais imaginé qu'après l'élection de 2018, il aurait dit on met fin à tout le reste, là, on règle d'abord ce problème. Mais non, on fait d'abord tout le reste avant de revenir régler ce problème. Et donc, il est important de comprendre que la situation que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest a existé ailleurs. Ça a existé en Colombie, ça a existé dans beaucoup d'autres pays. Et des solutions ont été trouvées. Vous ne pouvez pas faire du copier-coller, mais on peut s'en inspirer. Et il y a des structures qui ont une certaine réputation dans la création de dialogues politiques, comme par exemple le HD de la Croix-Rouge, qui malheureusement a trouvé plus ou moins une fin de non-recevoir de la part du gouvernement dans l'avancée qu'ils faisaient déjà. Parce que moi j'ai eu la chance de discuter avec eux, moi j'ai trouvé leur démarche vraiment bien. Parce que ce qu'ils font d'abord, ils disent que pour que des gens puissent discuter, il faut déjà les amener au point où ils sont dans la capacité de discuter. Donc il faut déjà les unir pour qu'il n'y ait pas 40 groupuscules, mais qu'il y ait une seule voix. Et puis ensuite, il faut former cette voix à la discussion. Parce que la discussion, ce n'est pas d'aller s'insulter, ce n'est pas d'aller se donner des coups de poing, c'est de mettre des points sur la table et qu'on discute sur la base de ces points-là. Et je suis sûr que si on sera allé au bout de ce processus, et d'ailleurs, je prie tous les jours que ce processus puisse reprendre. Si on sera allé au bout de ce processus, et si on va au bout de ce processus, on arrivera à remettre la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je pense même qu'on va trouver une citoyenneté encore plus profonde dans le nord-ouest et le sud-ouest que ce qu'on avait avant le début de la sécession. Vous étiez au Grand Dialogue National. Bien sûr. Selon vous... J'ai même eu l'honneur d'être président d'une commission. D'une commission. Alors, selon vous, c'était une avancée finalement ou c'était rien? Écoutez, c'était... pas apporter des solutions? Vous savez, c'est comme la démocratie. Je répète souvent aux gens qu'on a mis presque un siècle pour défaire l'apartheid. Alors que, de toute évidence, l'apartheid ne devait pas exister. Mais le monde entier a mis presque 80 ans pour faire partir l'apartheid. Donc ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce qui était bien avec le grand dialogue, et je le dis très souvent, le grand dialogue était un pas dans la bonne direction. Maintenant, peut-être il faut 100 pas pour arriver à quelque chose, mais au moins quand vous avez commencé le premier pas dans la bonne direction, il faut soutenir tous ceux, même les sceptiques, d'aller vers ce sens-là. Moi, je suis pour la paix, je suis pour le dialogue, je suis pour des solutions politiques, donc je ne peux pas m'opposer à toute initiative. Dans quelques jours, je suis invité par le gouvernement allemand, en Allemagne, où ils ont invité plein de Camerounais. Je suppose qu'il y aura des représentants de part et d'autre pour pouvoir discuter du problème. Moi, j'y vais aussi parce que toute initiative qui parle de paix est bienvenue. On ne sait jamais d'où cette paix va venir. Et le grand dialogue a eu ceci d'extraordinaire, c'est que, ça a reconnu de façon institutionnelle et officielle qu'il y a un problème qui nécessite, et c'est le deuxième point, une solution nationale, grand dialogue national, une solution nationale au problème. Et c'est pour ça que je ne pouvais que féliciter le fait que finalement le président a eu le courage d'affronter les Camerounais, de dire au départ j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, mais là je vois qu'il y a quand même un problème. Trouvons une solution. Deux, le fait de convoquer un grand dialogue national, au fait ce que le gouvernement et le président de la République disent, c'est que nous n'avons pas la solution. Venez nous donner une solution.
Mais maintenant, si vous refusez d'aller donner des solutions, ou vous refusez de participer, ou vous y allez seulement pour critiquer, comment celui qui demande de l'aide peut être aidé? Et c'est pour cela que le SDF a trouvé qu'il était de son devoir et très important d'apporter tout ce qu'il peut pour qu'on y arrive. Et je me réjouis du fait que certaines des propositions des participants du SDF se retrouvent dans la loi portant code de la décentralisation qui est passée en décembre 2019. Je me réjouis. Et c'est pour cela que je suis en politique, pour l'amélioration du quotidien des Camerounais. Le fait qu'il n'y a plus de délégués du gouvernement, ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'était pas ce que le RDPC voulait. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais ils l'ont concédé. Et c'est une avancée, c'est un pas dans la bonne direction parce que nous avons dit c'est tout ça qui amène ces frustrations que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le fait qu'on ne concède pas au fédéralisme, mais qu'on atteint quand même le point où on reconnaît que les collectivités territoriales décentralisées n'aient pas assez d'argent, sont contenues dans 3,4% du budget. Et quand on pense, presque 50% de ces 3,4% de budget sont dans les grandes villes avec des délégués du gouvernement. Et qu'au niveau du grand dialogue, on accepte de passer de 3,4% à 15% du budget national qui sera déversé dans les collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les maires qui n'avaient pas d'argent auront 5 fois plus d'argent pour s'occuper des concitoyens, pour faire de l'adduction d'eau, pour tirer des câbles électriques, pour réparer les routes, etc. Et c'est une avancée. Ce n'est pas l'autoroute Douala-Yaoundé, mais c'est déjà mieux qu'avant ce grand dialogue. Et c'est pour cela que, personnellement, je me félicite de la décision du parti d'y aller. Je me félicite des contributions que le SDF a pu faire lors de ce dialogue. Je me félicite du fait que, je dirais, 10 à 20%, non, 10% pour ne pas aller trop loin, des, comment dirais-je, des résolutions, je les appelle ainsi parce qu'eux, ils les appellent un peu différemment, prises lors de ce grand dialogue, sont déjà contenues dans la loi. Et je prie tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux que les Camerounais ont choisis dans les élections truquées, de continuer dans cette voie, c'est-à-dire de continuer à implémenter les décisions venues du grand dialogue national pour que d'ici la fin d'année, que tous ceux que les Camerounais qui représentaient le Cameroun dans ce grand dialogue ont pris comme décision se retrouvent dans la loi. C'était ça le but de cette rencontre. Pour continuer dans ce registre, avant de revenir sur les élections, il y en a quand même qui estiment que rien n'est fait parce que, tout au moins s'agissant du statut spécial reconnu aux régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, ils ne voient rien matériellement. Écoutez, vous savez, la politique, ce n'est pas un comptoir où vous donnez 100 francs, on vous donne... je ne sais pas, ce que votre boîte de lait, vous rentrez chez vous. Non, la politique, c'est un exercice dynamique. Ok, ça part et ça revient. Et les Camerounais doivent comprendre que les choses ne peuvent pas arriver du jour au lendemain. C'est impossible. C'est pas ce que même nous de l'opposition, nous ne l'attendons pas de cette façon-là. Okay? Mais il est important de comprendre que l'orientation doit être donnée. Le sens doit être donné et la volonté politique doit être visible. Elle doit être visible, c'est-à-dire qu'on doit voir que ceux, par exemple, dans le cas du grand dialogue, qui hier disaient qu'il n'y avait pas de guerre, étaient assis. Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis entré dans la salle du Palais des Congrès, il y avait une trentaine de ministres qui étaient déjà assis. Un peu derrière, on m'a amené vers une chaise devant les ministres et j'ai commencé à saluer. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tous les saluer et je me suis retourné et je leur ai dit, je salue tous ceux qui ont eu le courage de venir s'asseoir ici alors qu'il y a quelques jours nous faisaient croire qu'il n'y avait pas de problème dans le nord-ouest et le sud-est. Pour moi, le grand dialogue c'était presque fini là. Le simple fait que ceux qui ont défendu, même sur cette antenne, qu'il n'y a pas de problème et qui sont maintenant assis pour régler un problème, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a un problème et qu'on avait raison qu'il y a un problème et qu'ils font une solution. Donc je pense qu'il faut mesurer les choses, il faut mettre les choses dans leur contexte et donner la juste valeur de toutes les avancées que nous obtenons. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous avons en place des conservateurs qui veulent conserver le pouvoir à tout prix,
qui tremblent devant l'éventualité d'une transition qui n'est pas en faveur de ceux qui se sont accaparés ces 30 dernières années, et qui font tout pour que soit il y a une partie de ceux-là qui font tout pour que ça finisse dans un chaos, comme ça ils peuvent émerger, et d'autres qui pensent, comment dirais-je, qui vont rester au pouvoir éternellement. Maintenant, nous venons, de façon républicaine, nous avançons, nous disons que la transition doit être politique. Les Camerounais doivent librement choisir qui est-ce qui va diriger ce pays et comment est-ce que ce pays sera dirigé. Et pour ça, il faut des dispositions, mais surtout pour ça, il faut se parler. Ce n'est pas en se tirant dessus qu'on va arriver à toutes ces positions-là, c'est en se parlant. Et je reviens à ce que j'ai dit dès le départ, quand on est en politique, on a le devoir de s'asseoir à la table avec des gens que peut-être on déteste, mais on a le devoir de les écouter et d'argumenter avec des points saillants, sur la base des politiques, sur la base des idées et non sur la base des jugements. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même encore un peu pour parler du SDF. Alors aujourd'hui, est-ce que selon vous, vous pouvez dire que le SDF est sur la bonne voie? Est-ce que ce parti, il est ascendant ou il est descendant aujourd'hui? Écoutez, encore une fois, c'est porter un jugement ascendant-descendant et c'est se baser sur des faits que vous-même, j'en suis certain, vous ne considérez pas que ces faits sont des faits certains, parce que je suis certain que vous-même, vous avez des doutes sur certains résultats électoraux. Ou sur la capacité de celui qui gagne des élections de véritablement les gagner. Maintenant, pour revenir à là où nous sommes, je pense que si le SDF n'existait pas, je veux répondre très simplement, vous ne m'aurez pas invité et vous n'aurez pas insisté que je vienne à cette émission. Donc je me réjouis que vous m'avez invité, je me réjouis que vous avez insisté que je sois là. Ça veut dire que vous pensez quand même que pendant que je passe et que je donne ces explications, ça peut être important pour l'information de vos téléspectateurs. Je pose la question parce que au regard déjà de ces élections qui n'ont pas encore donné tout leur verdict, mais dont on connaît déjà quand même la plus grande partie, et un regard en arrière, quand on voit les élections présidentielles, on se dit, ça a quand même été un peu inédit de voir le SDF passer de 2e à 4e. Qu'est-ce qui peut justifier cela? À qui la faute? Écoutez, j'aimerais déjà dire qu'il n'y a aucune gloire à être 2e dans une élection si ce n'est pas de la proportionnelle et si vous ne passez pas. Donc quand c'est au suffrage universel et c'est pas proportionnel, 2e, c'est que vous n'êtes pas passé. Vous êtes perdant. Vous êtes perdant. Donc perdant, c'est perdant. Hein. Comme on dit chez les Ivoiriens, il n'y a pas mouillé sec. Donc voilà. Deuxièmement, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas encourageant, c'est un double échec quand vous avez échoué et en plus vous n'êtes pas le premier de ceux qui ont échoué. Et c'est un échec que j'ai pleinement assumé. Et donc je ne viendrai pas devant vous vous étaler tout plein de causes. Si j'en parle, ce n'est pas pour me disculper, c'est juste peut-être pour répondre à votre question. Parce que quand vous portez une responsabilité qui est la mienne et que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, quand vous gagnez l'élection, vous n'allez pas chercher Jean, Moïse ou Albert au quartier pour aller devenir président, c'est vous qui êtes président. Donc quand vous échouez, c'est vous qui portez aussi toute la responsabilité. Mais ceci dit, si on remet l'élection en contexte, si on revient sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'extrême nord, si on met le contexte politique qui s'est plutôt polarisé, c'est-à-dire que le fait qu'on s'installait graduellement dans un apaisement politique, loin de la polarisation des années 90, a fait en sorte que d'autres qui ont des objectifs plutôt populistes et extrémistes ont trouvé un terrain vide sur lequel ils pouvaient aisément naviguer.
a fait en sorte qu'on a eu le résultat qu'on a eu. Mais vous savez, moi je dis une chose et je suis convaincu de cela, c'est un très bon ami, ancien chancelier allemand qui me l'a dit une fois, vous savez, vaut mieux être élu par les bonnes personnes et perdre l'élection que de la gagner quand vous êtes élu par les mauvaises personnes. Parce qu'on va à l'élection pour le pays, on ne va pas à l'élection pour soi-même. On va à l'élection pour servir, on ne va pas à l'élection pour se servir, et on est en politique pour servir le pays, et on n'est pas en politique pour gagner des élections. Et je pense que c'est une leçon que j'ai retenue, et qui fait en sorte que je suis fier de ce qu'on a pu faire dans le contexte dans lequel nous étions en 2018. Je suis surtout fier du fait qu'au vu de la déferlante sur le parti, avant, pendant et après l'élection, le parti existe toujours. Je suis fier du fait que la hiérarchie du parti tout entière, je ne parle pas que du chairman, ont compris que les enjeux étaient au-dessus des enjeux électoraux et qu'on a pu se parler, on aurait, si on n'avait pas l'expérience qui était la nôtre et si on n'avait pas la vision qui était la nôtre, je pense qu'on aurait pu s'entre-déchirer, le SDF n'existerait plus et ça serait dommage pour le Cameroun parce que le Cameroun a besoin d'une option social-démocrate. L'Africain est fondamentalement socio-démocrate. Et si on a une plateforme politique dans laquelle nous n'avons que le centre-droite, la droite et l'extrême droite, et on n'a pas de centre-gauche, et d'ailleurs, je dirais, on a aussi l'extrême-gauche, et si on n'a pas le centre-gauche, ça serait dommage pour tous les enfants que nous envoyons à l'école aujourd'hui, parce que je ne vois pas très bien comment on pourra protéger l'émergence d'une véritable société basée sur les valeurs africaines, si ce n'est sur une doctrine essentiellement ou sur des valeurs essentiellement social-démocrates. Il y en a qui estiment que c'est vous le problème du SDF. À côté de cela, il y a le chairman qui ne veut pas passer la main. Comprenez-vous ces avis? Je comprends parfaitement. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes en position de leadership, vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Vous êtes là pour prendre des décisions qui s'imposent. Et malheureusement, quand vous prenez ces décisions, vous savez, si vous avez devant vous 3 personnes qui veulent être maire de la ville, ou 3 personnes qui veulent être maire d'un arrondissement, vous ne pouvez pas changer la loi pour qu'il y ait 3 maires à Bonamoussadi. Il ne peut qu'avoir un seul. Donc forcément, il y en a 2 qui vont dire que c'est vous le problème, parce que vous avez fait le choix. Mais ce qui est important, c'est de faire le bon choix, et c'est de faire des choix objectifs. Des choix que vous pouvez défendre, et que vous pouvez défendre même dans votre sommeil. Et je pense que c'est ce que la hiérarchie du SDF a continuellement fait. Et à chaque fois que soit la base, ou alors des groupuscules se sont battus contre les décisions de la hiérarchie, soit ça a suivi par un échec retentissant, ou alors ces personnes sont allées ailleurs. Donc ils n'étaient pas avec nous, avec leur cœur, ils n'étaient pas convaincus de leur présence dans notre parti. Donc il y a des centaines d'exemples, je ne veux pas revenir dessus, mais on a au moins ce mérite d'être objectif dans nos prises de décision, d'en débattre, d'avoir des procédures relativement ouvertes. On ne peut pas décider de qui sera maire dans un stade de football. Vous conviendrez avec moi, on n'arrivera jamais à un résultat, mais au moins sur des points. Et puis il faut comprendre une chose aussi, et c'est malheureusement une difficulté qui vient du processus électoral et de notre système politique, c'est qu'un parti politique, ce n'est pas un arrondissement, c'est tout le pays. Vous comprenez? Et donc, des fois, vous prenez des décisions qui sont contraires à la volonté de certaines personnes, mais c'est parce que ces personnes ne voient qu'elles. Elles ne voient pas que dans le Fundi, il y a un autre problème, dans le Vouri, il y a un autre problème, dans le Nord-Ouest, il y a un autre problème, etc. Vous comprenez? Donc, vous devez jouer avec certains équilibres que malheureusement ceux
qui sont au centre même de ces équations ne comprennent pas parce qu'au fait, je prends un exemple, par exemple, quand vous devez faire une liste et respecter le genre, si j'ai dans 30 candidats 15 femmes, 10 femmes, très souvent c'est beaucoup moins, malheureusement parce que les femmes, je ne sais pas pour quelle raison, elles font de la très bonne politique à domicile, mais dès qu'elles sortent du portail, elles fuient. Si vous avez 5 femmes, il est exclu pour moi d'investir un exécutif communal sans femme. Et ma préférence serait même que la femme devienne maire. Maintenant, la liste qui passe est dans la ville A. Vous avez 5 listes qui sont passées. Donc vous aurez 5 maires. Vous, en tant que président national, vous devez assumer ce que les individus n'assument pas. C'est-à-dire qu'au finish, peut-être le même jour, peut-être 10 années plus tard, on va dire que vous aviez 5 mairies, il n'y avait même pas une femme maire. Okay? Vous allez vous placer devant les conseillers et leur dire que j'ai décidé que Madame Oriane est maire de la ville A. 15 personnes vont vous dire qu'elle n'a que le BPC, moi j'ai le doctorat. Qu'elle n'a que ceci, elle vient d'une minorité, moi je viens de la majorité. Mais parce qu'ils ne voient pas l'intérêt des 4 autres communes que vous gérez en même temps. Et ces problèmes sont exponentiels, c'est-à-dire que c'est presque à l'infini. Vous ne pouvez pas, par exemple, choisir des adjoints au maire dans une ville où vous êtes à la proportionnelle partout et que finalement tous ces adjoints au maire sont issus de la même zone sociologique. Vous ne pouvez pas. Mais vous devez faire un choix. Donc, quand vous faites le choix, forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais c'est le rôle qu'ils m'ont donné. Quand ils m'ont élu comme premier vice-président et quand le président national m'a confié ce travail, c'était parce qu'il fallait prendre des décisions difficiles. Et une chose que j'ai appris, c'est que le bon leadership, c'est quand on est capable de prendre des décisions difficiles, quand il y a une palette de décisions faciles devant soi. Parce que les décisions faciles n'apportent presque jamais des résultats. Mais là, ça veut dire qu'il faut peut-être repenser aussi, je ne sais pas si je vais dire la politique interne, peut-être qu'il faut revoir... Alors, c'est pas la politique interne. Déjà, si vous regardez par exemple notre proposition de loi pour un code électoral au Cameroun, il règle tous ces problèmes. C'est que le code électoral a été fait pour une situation de parti unique. C'est ça le véritable problème, c'est ça le drame. Et le code électoral a été conçu pour que le parti unique continue à rester quasiment un parti unique. Quand je vous écoute bien, j'ai l'impression que c'est davantage au sein de votre formation politique qu'il y a des attaques. C'est-à-dire vous avez été choisi et les autres ne sont pas forcément d'accord. Est-ce que là, il faut pas... Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai essayé d'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes amené à prendre certaines décisions et que ça fait des mécontents. C'est normal parce que vous êtes dans cette position. Si j'étais dans une autre position, il n'y aurait pas ces mécontents. Ces mécontents existent parce qu'il faut prendre des décisions. On ne va pas dire qu'on remet la mairie au RDPC parce qu'on n'arrive pas à choisir un maire. Vous conviendrez avec moi que ça serait suicidaire quand même. Donc il faut faire un choix. Et quand vous avez 31 conseillers et que vous avez 20 qui veulent être maires, il y a forcément 19 qui sont mécontents. Et je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient non plus du SDF, ça vient du processus électoral. C'est-à-dire dans un pays qui se respecte, les populations élisent une liste avec un maire dans la liste. La tête de liste est automatiquement maire. Donc du moment où vous présentez la liste, vous comprenez ? Du moment où vous présentez la liste, vous savez déjà pour qui vous votez et qui sera le maire. Il n'y a pas de deuxième tour. On a fait un système dans lequel il y a la proportionnelle et le deuxième tour, tout simplement parce qu'on veut garder le contrôle sur qui sera qui. Ça vient du parti unique, mais dans un système normal où les populations sont libres de choisir, si le parti politique A présente Oriane comme tête de liste, parti politique présente Josh comme tête de liste, B, Josh, quand quelqu'un va voter A, c'est parce qu'il espère Oriane comme maire.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je vais voter A, et le parti politique auquel appartient la liste A décide que c'est le 20e sur la liste qui sera maire. Voilà d'où les problèmes viennent. Mais est-ce que ça relève de la politique interne de chaque parti? Non, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas été élus par les partis, ils ont été élus par tous les Camerounais. Oui. Et donc, vous savez, au fait, et c'est un des problèmes de l'apathie, c'est un des problèmes de l'abstention, le fait que même quand vous avez voté, vous n'avez pas, votre vote ne décide pas de votre sort. C'est-à-dire, vous votez pour une liste, et d'autres viennent maintenant décider du résultat de cette liste. Vous comprenez? Donc, au fait, quand vous allez voter, et c'est ça l'incongruité de cette proportionnelle à liste et à 2 tours, c'est que quand vous allez voter, des fois, vous ne sortez même pas de chez vous, parce que vous voulez absolument qu'Oriane devienne maire de Douala 1er. Mais Oriane, c'est une liste avec un monsieur qui a cogné ma voiture il y a 1 an. Et je ne veux pas que ce monsieur... Et si je vote pour Oriane, c'est le monsieur-là qui peut devenir maire. Vous comprenez? Donc je reste chez moi. Les choix sont biaisés. Alors vous êtes député SDF Voury-Centre depuis 2013. Tout à fait. Je vais peut-être refaire la campagne électorale pour moi cette fois-ci. Qu'est-ce que le député Voury-Centre a fait concrètement depuis 2013? Alors, le député de Voury-Centre a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas rouvrir la campagne ici devant vous. Je n'ai pas préparé la liste de tout ce qui a été fait. Mais j'aimerais juste dire que le rôle d'un député, et c'est souvent ça aussi le problème surtout du 4e pouvoir, des médias, d'éduquer, le rôle d'un député est très clair. Le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de légiférer. Et je pense que dans ces 2 rôles-là, en dehors de la personne politique, dans ces 2 rôles-là, j'ai eu un mandat plein. J'ai été le député qui a déposé le plus de propositions de loi. Je ne compte pas le nombre d'amendements, mais si on compte, je suis sûr que si on compte 5 à 10 députés qui ont déposé le plus d'amendements, j'en fais partie. Et je pense que pendant ce mandat, nous avons animé une commission de finances qui est devenue une pièce centrale de l'Assemblée nationale et qui a beaucoup contribué, et ce n'est pas partisan, c'est tous les membres de l'UNDP, du RDPC, etc., qui a beaucoup participé pour l'amélioration du quotidien des Camerounaises. Et donc, d'un point de vue législatif, je suis très satisfait de ce que j'ai fait ces 6 dernières années. Si je regarde aujourd'hui d'un point de vue contrôle de l'action gouvernementale, je crois que je suis le seul député qui a déposé une proposition de résolution pour une enquête parlementaire, et notamment pour le scandale de l'achat des avions chinois MA60 qui ont été achetés à presque 20 milliards de francs de plus que leur valeur. Je crois qu'il y a même des ministres qui ont perdu leur portefeuille et qui m'accusent d'être à l'origine. Il y a, dans le contrôle de l'action gouvernementale, il y a énormément de petits points qui ont été faits, notamment dans la défense des droits des citoyens de ma circonscription, pour commencer avec cela. Donc, par exemple, le blocage du déguerpissement des Senghé, etc., l'incendie qu'il y a eu à Bessengue, etc. Je peux citer toute une flopée. Mais au-delà de ma circonscription, il y a aussi l'implication dans le conflit de Boko Haram, l'implication dans le conflit dans le nord et le sud-ouest, l'implication dans le conflit, dans les différents foyers de conflit à l'est. Il y a eu une implication aussi dans la gestion des projets structurants. Et je pense que au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, j'ai fait beaucoup. Il faut aussi comprendre que pendant ce mandat, j'ai aussi été candidat à la présidentielle, qui fait en sorte qu'on a une toute autre posture et qu'on a aussi pu apporter quelque chose à sa circonscription d'origine. C'est des
Et donc voilà, donc je peux continuer, lister, je dois un peu chercher comme ça, rentrer en arrière. mais je suis très satisfait de ce que j'ai pu apporter. Je suis très satisfait du combat que j'ai mené à l'Assemblée nationale pour les populations de Voury-Centre, notamment d'un point de vue, par exemple, de l'infrastructure. Vous pouvez demander à l'ancien ministre du Développement urbain. J'étais un caillou dans sa chaussure, mais en toute amitié. Et je pense qu'il a favorablement répondu à mes interjections. Et aujourd'hui, on se retrouve, je crois, avec presque 19 routes en pavé et en bitume dans l'arrondissement de Douala 1er. Qui ne sont pas arrivés là par hasard, parce qu'il faut se rendre compte que quand on peut faire une route, tout le monde se bat pour que ce soit plutôt chez lui. Et il y a aussi énormément de points qui ont été faits pour la presqu'île de Manoka. Donc voilà. Alors, le temps nous tient déjà à la gorge, on ne saurait terminer sans parler du drame de Ngarbous. Le 14 février dernier, on le sait, de nombreux Camerounais ont perdu leur vie dans cette ville de l'arrondissement de Ndou, département du Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest. Alors, il y a eu de nombreux communiqués du gouvernement, des ONG, des partis politiques de l'opposition. Je m'arrête sur celui du SDF, qui, selon certaines informations, n'aurait pas eu le même ton que les autres, c'est-à-dire, s'agissant des partis politiques de l'opposition et de la société civile et même des ONG, beaucoup ont dit l'armée est coupable. Le SDF lui a dit je vais mener l'enquête. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, malheureusement pour les Camerounais et malheureusement pour nous, on ne veut pas reconnaître que le seul parti politique qui a encore un reste dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le SDF. Qu'on le veuille ou pas, ce massacre a eu lieu dans la ville de Ndou. La seule autorité présente était le maire SDF. Madame Esther Ngala, députée de Ndou, est encore députée au moment où nous parlons jusqu'au 10 mars. Okay? Donc, j'ai des informations de premier ordre. Je ne cherche pas à faire du sensationnalisme, je ne cherche pas à rentrer dans un couloir extrémiste ou encore populiste. J'espère rester un parti républicain qui traite les choses comme elles sont. Alors, si je discute avec mon maire, qui est à 8 km du lieu, et j'ai des informations, je crois qu'elles sont beaucoup plus crédibles que celles émanant de quelqu'un qui n'a probablement dans toute sa vie jamais mis ses pieds dans le Nord-Ouest. Donc, je pense que vous devriez, en tant que journaliste, vous poser des questions sur tous ceux qui essayent de mettre de l'huile au feu et qui n'ont jamais été là-bas, plutôt que de vous interroger de ceux qui sont sur place et qui disent ce qu'ils voient vraiment. Parce que c'est les autres le problème, ce n'est pas celui qui a les faits. Et si aujourd'hui nous avons pris cette posture, c'est pour une simple raison, c'est que nous savons ce qui se passe sur place. Nous savons qu'aujourd'hui, les plus grosses exactions sont commises par ce qu'on va appeler vulgairement des groupes d'autodéfense qui sont financés par des caciques du RDPC. C'est eux qui commettent les plus grosses atrocités. Il faut savoir que ce n'est pas le fait de porter un treillis qui fait de vous un militaire. Il faut aussi savoir que nous allons tôt ou tard diriger ce pays et l'armée qu'on aura, c'est la même armée pour laquelle nous parlons aujourd'hui. Et il faut savoir que les militaires, quand ils s'engagent avec l'armée, donnent leur vie au peuple camerounais. Donc on ne peut pas les prendre comme des simples bandits qui se trouvent par hasard en Ngarbou et qui commettent des atrocités parce qu'on leur a demandé de le faire. Ils ont aussi une conscience. Donc il est important que quand vous avez une voix qui porte, d'avoir de la réserve, de ne pas tomber dans le piège de toutes ces organisations qui ont comme fond de commerce la détresse des autres et qui ont besoin d'alimenter leur caisse et d'alimenter les scoops avec... il faut aller jusqu'au fond du problème. Vous savez, il y a eu un événement
à Muyuka, il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans. Nous sommes allés voir ce qui se passait. Tout le monde a été scandalisé. Un bébé, je crois c'était un bébé si je ne me trompe pas, et sa maman qui a été tuée. Oui. Nous sommes allés, nous sommes entrés dans la maison. Le chairman était là. Le chairman a posé 3 questions. Et nous sommes ressortis de cette maison. Et nous avons compris que dans la présentation des faits, il y avait un montage. En conclusion, il y a beaucoup de manipulation. Donc, quand vous êtes responsable d'un parti politique, vous ne pouvez pas tomber, sur les premières informations que vous avez et vous commencez un communiqué dessus. Il est important de savoir ce qui s'est passé exactement. Nous ne sommes pas loin d'avoir nos conclusions à nous. Nous sommes très proches. Et nos conclusions, malheureusement, vont dans le sens de ce que presque tout le monde sait aujourd'hui. Mais nous devons savoir exactement, est-ce que c'est Yaoundé qui a donné les ordres? Est-ce que c'est Bamenda? Est-ce que c'est des militaires tout seuls qui se sont levés de leur caserne, qui sont allés faire ce qui... Est-ce que ce sont même des militaires? Est-ce que ce sont des militaires en service? Est-ce que toutes ces questions doivent être répondues? Vous savez, quand vous demandez à un villageois, il vous dit « j'ai vu un militaire ». Ça veut dire qu'il a vu un homme en treillis. Ce n'est pas forcément un militaire. Nous avons des images des sécessionnistes qui sont en treillis. Donc je ne suis pas en train de défendre les uns ou les autres. Je condamne tous ceux qui utilisent la violence, qui massacrent des innocents, etc. dans cette situation-là. Mais je ne vais pas me mettre à condamner une partie ou un autre. Moi, ce que je condamne, c'est le fait qu'au bout de 4 ans, nous n'avons pas encore compris que nous devons arrêter la guerre. Parce que s'il n'y avait pas de guerre dans le nord et le sud-ouest, on n'aurait jamais eu ce cas. Donc il est important de comprendre que nous sommes sur le terrain, nous sommes d'un point de vue parti politique la voie la plus autorisée parce que nous sommes présents et que si nous admettons des réserves, les autres devraient se questionner. Et j'aimerais juste pour votre gouvernement vous dire que la plupart de ceux qui ont fait des communiqués, qui n'ont jamais mis les pieds dans le nord-ouest et le sud-est, surtout depuis que la crise ou la guerre civile a éclaté, aucun ne nous a consultés pour savoir, nous sommes tous partis politiques, nous sommes tous de l'opposition, c'est vous qui avez le maire sur place, dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez être surpris qu'aucun ne nous a consultés. Et aucun n'a appelé ni le maire, ni madame le député du coin. Tous ont cru bon de se focaliser sur des images atroces et de prendre des communiqués plus émotionnels que factuels pour tendre, oui, c'est de bonne guerre, on a le droit de le faire, mais le SDF est un parti qui aspire à gouverner ce pays. Nous allons gouverner ce pays avec cette armée-là, nous allons gouverner ce pays avec 10 régions et pas 8, et nous allons gouverner un pays apaisé, et donc nous n'avons pas le droit d'être ceux qui mettons de l'huile sur le feu. Nous allons rester sur notre position, n'en déplaise à ceux qui pensent que l'alternance doit venir par la violence, ça ne passera pas par nous, et nous allons continuer dans ce rôle-là, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous savons qu'en fin de compte, la justice et la vérité triomphent toujours. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et très bonne soirée à tous les téléspectateurs. Et si vous le permettez, j'aimerais vous inviter tous les Camerounaises, tous les Camerounais, à vous impliquer personnellement pour qu'on arrive à ramener le gouvernement d'un côté et les sécessionnistes de l'autre vers la raison et qu'ensemble, qu'on arrive à apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.